Et si derrière la transformation des soins initiée par les MSP, la démarche politique et sociale qui l'accompagne et les nombreux bénéfices que l'exercice coordonné apporte aux patients, les maisons de santé étaient aussi une réponse au mal-être des soignants, frustrés d'une pratique à rebours de leurs idéaux et fragilisés par les cadences qu'impose l'exercice isolé. Dans le dernier épisode de cette série documentaire, nous allons voir comment le collectif prend soin des soignants, redonne de l'énergie, de la liberté et du sens au travail, comment la refonte organisationnelle bénéficie aux pratiques quotidiennes de chacun, et comment la dynamique impulsée par le mouvement des MSP permet aux professionnels de santé de renouer avec leur vocation première, de repenser leur trajectoire personnelle autant que leur place dans le système de santé. Pour ce 7e épisode de Faire Santé, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Frichet. Ce qu'on pouvait prendre comme un exercice normal, habituel de la médecine générale, était cause d'une vraie souffrance. Médecin généraliste à Neuchâtel-en-Bray à partir de 1982, à l'origine de la mise en place du premier centre de permanence de soins de proximité en 1999 et cofondateur de la maison de santé du pays neuchâtelois en 2012, retraité en 2021, mais toujours actif en tant que coprésident de la FMPS Normandie. Sylvain Fonte, Moi, j'ai appris tellement de choses grâce à mes collègues, grâce à cette intelligence collective. kinésithérapeute au sein du pôle de santé interprofessionnel de Saint-Martin-d'Air dans l'Isère et gérant de cette structure. Emmanuel Barlerin, Quand je me lève le matin, j'ai jamais de difficulté. Quand je me couche le soir, je suis toujours satisfaite pour le patient, pour l'équipe, pour moi. infirmière diplômée d'État à Saint-Just-en-Chevalet dans la Loire, maire de sa commune, coprésidente de la Fédération des maisons de santé en Auvergne-Rhône-Alpes et coprésidente d'Avec Santé. Et Cécile Fournier, Je dirais que les maisons de santé, c'est un peu une forme d'utopie, mais une utopie nécessaire pour se donner un sens, pour se donner une visée dans notre système de santé. médecin en santé publique, docteur en sociologie, spécialiste des MSP, directrice de recherche à l'IRDES, l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Je m'appelle Hervé Obolt et j'ai le plaisir de vous accompagner dans Faire Santé, le podcast d'Avec Santé, la fédération nationale qui représente et accompagne les maisons de santé pluriprofessionnelles. Épisode 7, une aventure humaine, collective et engagée. Mesdames, Messieurs, bonjour, la région Normandie, SNCF, votre conducteur et l'ensemble de l'équipage de bord. Vous souhaitons la bienvenue à bord. Pour commencer cet épisode, je me suis rendu à Rouen, au siège de la Fédération des maisons et pôles de santé de Normandie, recueillir le témoignage de Jacques Frichet. Médecin généraliste à Neuchâtel-en-Bray depuis le début des années 80, Jacques a connu l'exercice isolé du praticien libéral. Mais derrière la façade d'une réussite sociale et d'une salle d'attente bien remplie, Jacques a connu la souffrance et la perte de sens au travail. Issu d'une génération où les médecins, majoritairement hommes, gardaient le silence plutôt que de reconnaître leur fragilité, on entend encore aujourd'hui son émotion poindre à fleur de voix. Moi, en tant que généraliste isolé, j'étais dans une espèce de carcan. Enfin, j'avais pas le choix. Alors, on dit la médecine libérale, c'est la liberté. Je l'ai pas tellement vécu comme ça parce que la liberté, nos patients, il y a la demande et voilà, on est vraiment dépendant. C'est une activité subie, pas une activité choisie. Ça m'a fait réaliser que ce qu'on pouvait prendre comme un exercice normal, habituel de la médecine générale, était cause d'une vraie souffrance personnelle et que j'ai constaté que la souffrance était bien partagée par d'autres, même si c'était un non-dit. Parce qu'on est comme des éponges toute la journée. Et à un moment, l'éponge, on les sort. Et à qui on en parle ? En rentrant à la maison ? Non, c'est pas le lieu. Les confrères, on n'en parle pas parce qu'on était dans un milieu qu'on dirait macho maintenant, mais on n'avoue pas sa souffrance parce qu'on se dévalorise. On n'avait pas le droit moralement de se plaindre. Plus il y avait de travail, plus il y avait de charges, mieux c'était. Donc surtout, on a un métier formidable, c'est génial, on a une réaction avec les patients. Enfin, cette espèce d'image d'Épinal dont on souffre parce qu'on peut pas correspondre à ce modèle-là. Et à partir du moment où on commence à réaliser cette réalité, il y a plein de choses qui apparaissent. Et que se trouver consigné, identifié dans un rôle de médecine générale, et quand on a commencé à travailler avec d'autres spécialités, on s'est rendu compte qu'on nous mettait dans une case qui était dévalorisée, à mon avis, et qui devenait insupportable à partir du moment où on en prend compte. Moi, j'étais quand même à une époque, quand j'ai commencé, on nous expliquait clairement que la médecine générale, on pouvait peut-être s'en passer, que c'était pas forcément très important et que pour les médecins spécialistes, on était là pour faire les renouvellements d'ordonnances, pas prendre de décision. Enfin, notre compétence professionnelle était niée par certains. Or, on s'est aperçu qu'en s'organisant, qu'en prenant en charge des soins non programmés en collaboration avec une infirmière, avec du matériel
Et en apprenant certaines techniques, on s'aperçoit qu'on faisait aussi bien que ce qui se faisait ailleurs, malgré les critiques virulentes qu'on a prises au départ. Emmanuelle Barlerin, infirmière diplômée d'État à Saint-Just-en-Chevalet, coprésidente d'Avec Santé. Alors, le mal-être des soignants, on en entend quand même beaucoup parler. C'est dans l'actualité, c'est sûr. D'autant plus en milieu rural, parce qu'il y a cette notion d'isolement géographique, mais aussi parce qu'il y a cette notion peut-être d'isolement territorial. Vraiment, c'est deux choses différentes pour moi. Géographique, c'est parce qu'il y a une notion de kilomètres, de déplacement, mais territorial, c'est parce que parfois, vraiment, on est tout seul face à une population ou face à des soins qui sont de plus en plus complexes, qui nécessitent de plus en plus d'interventions de professionnels qui soient d'ordre médical ou de santé plus générale ou sociale, parce qu'il y a aussi cette notion sociale quand même dans nos métiers. L'éloignement géographique des structures de second recours ou l'éloignement des confrères et consoeurs ou collègues paramédicaux qui amènent à se sentir en tension et à amener une réponse qui est parfois partielle pour les patients et qui peut être culpabilisante ou qui peut être maltraitante en fait des professionnels de santé. Cet isolement, on peut le vivre aussi même si on est à plusieurs dans un cabinet à partir du moment où il n'y a pas de coordination, de coopération réellement effective, quoi. Jacques Frichet. Quand on est tout seul, c'est très compliqué. Une des vertus de la maison de santé, d'ailleurs, ça a été une première tente, c'est de cicatriser nos plaies réciproquement. Et on pouvait en parler avec un collègue qui me disait, écoute, j'ai déjà vécu aussi. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Perte de sens, oui, je pense que le fameux burn-out qu'on dit, c'est aussi une perte de sens du boulot. Enfin, moi, j'ai commencé à réaliser, je me dis, je ne terminerai pas ma carrière comme ça. Et d'autres confrères me l'ont exprimé. En disant, moi, je pense que j'aurais déplaqué, je serais parti. S'il n'y avait pas eu une organisation collective qui nous redonne un peu du sens à ce qu'on fait. Pour moi, c'était une transformation radicale et franchement indispensable. Sylvain Fonte, kinésithérapeute au sein du pôle de santé interprofessionnel de Saint-Martin-d'Hères, dans l'Isère. Je peux tellement comprendre mes collègues kinés, infirmiers, infirmières, qui travaillent de façon isolée, qui n'ont pas ce soutien-là collectif, de se dire non seulement travailler de manière isolée avec l'explosion des pathologies chroniques, avec l'explosion de la vulnérabilité, l'augmentation des inégalités sociales de santé, et en plus aujourd'hui regarde la crise démographique des professionnels de santé et le sentiment d'isolement et de fragilité, c'est clair et net que je ne serai plus kiné. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai ouvert mon cabinet 6 octobre 2014. Je crois 3 semaines plus tard, j'ai dit à mes collègues, j'adore ce que je fais, mais je ne ferai pas ça 40 ans de ma vie, c'est sûr. Et voilà, et aujourd'hui, je ne peux plus quitter mon cabinet. Alors, j'ai diversifié mon activité, je fais plein d'autres choses. Le fait de m'engager dans la maison de santé, dans l'exercice coordonné, de manière générale, ça me nourrit. Et c'est ce qui fait que je continue de trouver du sens à mon engagement professionnel et qui fait que je n'ai pas envie de le lâcher. Ce que vient de dire Sylvain est très important et représentatif de ce que j'ai ressenti des nombreux témoignages que j'ai collectés pour Faire Santé. L'exercice en équipe coordonnée a permis à de nombreux professionnels de santé de renouer avec leur vocation première et de redonner du sens à leur travail au quotidien. Emmanuelle Barlerin, coprésidente d'Avec Santé. En tant qu'infirmière qui exerce en maison de santé, moi je sais que c'est un mode d'exercice qui peut apporter son lot de bien-être au travail, tout simplement, d'envie de partager et de bonheur à travailler ensemble. Ça peut être une forme, en tout cas, de soulagement de ce mal-être des professionnels de santé qui peut être ressenti ou réel en fonction des situations. Et une des pistes, en tout cas, pourrait être l'exercice coordonné, notamment en maison de santé. Certains se rapprochent ou s'engagent dans la construction d'une maison de santé pour redonner du sens. Cécile Fournier, médecin en santé publique, docteur en sociologie, spécialiste des MSP. La visée, c'est je dois retrouver du sens et je ne pourrai le construire qu'avec d'autres, voire avec la population. Et d'autres viennent plus par nécessité, en se disant « Ah, une maison de santé se construit, je ne peux pas rester à côté ». Et finalement, se trouvent happés par la dynamique qui s'y crée et disent qu'ils y ont retrouvé du sens a posteriori. Et je trouve ça intéressant de voir que ça peut prendre ces deux orientations-là. Mais effectivement, il y a ce soutien mutuel qui est très important, le fait de ne pas être seul, et notamment beaucoup pour les jeunes professionnels, pour bien prendre en charge les patients, en fait, dans des situations qu'ils découvrent, mais aussi pour vraiment tirer parti des compétences de chacun. De ce point de vue, le parcours de Sylvain est intéressant. Je ne suis pas rentré dans la MSP par hasard. C'est moi qui ai cherché la MSP, clairement. Attiré depuis toujours par une pratique pluriprofessionnelle, Sylvain a commencé sa carrière dans un centre de rééducation, par conviction, puis a sauté le pas de s'installer en libéral dans la banlieue de Grenoble en 2014, à la faveur des règlements d'installation de son agence régionale de santé. Réuni avec 3 autres kinés, Sylvain communiquait déjà avec les médecins prescripteurs et organisait des rencontres interprofessionnelles sur des sujets qui lui tenaient à cœur. C'est assez naturellement qu'il rejoint le projet d'une MSP où il mesure sa légitimité sur l'amélioration de la prise en soin des patients lombalgiques. Cette démarche d'exercice coordonné a permis à Sylvain de renouer avec ses idéaux et l'origine de son engagement.
Et bien la maison de santé, déjà j'ai la chance que le collectif dans lequel je me suis engagé, sa valeur cardinale, c'est la lutte contre les inégalités sociales de santé. Et le médecin leader qui a porté ce projet-là initialement, je crois qu'il nous a tous amenés à penser le soin différemment, à penser la santé différemment et à s'engager collectivement sur la lutte contre les inégalités sociales de santé. Et donc la première chose que ça a changé maintenant que je connais tous mes collègues, maintenant que je peux les appeler n'importe comment, maintenant qu'on a pu discuter, partager une vision transversale du soin, travailler sur presque, je dirais, de l'interprofessionnalité et pas que de la pluriprofessionnalité, vraiment comment même on partage des connaissances et des compétences ensemble, fait qu'aujourd'hui, non seulement j'ai plus de difficultés à accepter les patients qui ont le plus de problèmes, de polypathologie, des gens qui ne parlent pas bien français, des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité sociale, j'ai plus de problème à les accueillir, mais en plus, je les cherche. C'est-à-dire que j'ai réorienté ma patientèle vers des publics précaires, vers des publics vulnérables, parce que j'ai des outils, parce que j'ai une équipe, parce que je me sens suffisamment armé pour répondre au sens même de mon engagement en tant que soignant, qui est de répondre aux problématiques de santé des plus nécessiteux. Ça, c'est la première chose qui est vraiment fondamentale, et je le vois aujourd'hui, je suis heureux quand mes collègues médecins, ils m'orientent des patients qui sont dans des situations ultra complexes, parce que je sais qu'ensemble, on va réussir à trouver des solutions. La valeur cardinale qui ne me quitte plus, c'est comment on fait plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Les propos de Sylvain font écho à ceux de Madi de Nantes, médecin généraliste à la MSP parisienne Pyrénées-Belleville, tenu dans le 2e épisode de Faire Santé, consacré à la révolution des pratiques. Et la première pierre d'une MSP, avant même la rédaction d'un projet de santé, c'est la rencontre des professionnels de santé d'un même territoire qui, bien souvent, ne se connaissent pas. Je crois que la première chose, c'est la rencontre entre les professionnels. Il y a encore pas longtemps, j'allais accompagner une autre maison de santé qui est en train de se créer sur un territoire assez rural. Et je vois du coup 2 cabinets infirmiers qui se rassemblaient là pour une première réunion et qui se regardent et qui se disent « Mais en fait, on s'est jamais vu, je savais pas qui t'étais. » C'est-à-dire, je sais que tu travailles à côté de chez moi, je sais qu'on est sur le même territoire, mais en fait, on s'était jamais vu, on ne se rencontre pas dans la rue. Sur un territoire rural, dans un environnement où il y a moins de 5000 habitants. Donc clairement, la première chose, c'est de se connaître. Et quand on se connaît, quand on sait discuter avec les autres professionnels, en fait, juste quand la rencontre fait que on peut se faire confiance derrière. Jacques Frichet, médecin généraliste en Normandie et cofondateur de la maison de santé du pays neuchâtelois en 2012. Quand on a commencé à se réunir, à se parler, on s'est aperçu qu'on ne se connaissait pas et qu'on ne connaissait pas nos professions réciproques. On a commencé à apprendre c'était quoi le quotidien d'une infirmière. Et on a appris avec les kinés que beaucoup de nos prescriptions n'étaient pas appropriées, qu'on les formulait mal. Et c'était quoi aussi le quotidien d'un pharmacien, que c'était pas simplement de la délivrance automatique de médicaments. Et ça a été un espace de découverte. Et je me rappelle, on a mis les professionnels autour de la table, on était une quinzaine, et j'ai vu des médecins de notre groupe qui rencontraient pour la première fois le pharmacien à côté de qui travaillait depuis 15 ans. C'était jamais vu. Sylvain Fonte. Moi, j'ai appris tellement de choses grâce à mes collègues, grâce à cette intelligence collective, grâce à ces regards croisés. Aujourd'hui, je dis souvent que j'ai l'impression de faire plus de santé publique que de kinésithérapie à proprement parler, et ça fait évoluer mon métier, ma vision des choses. Tout projet me fait grandir, me nourrit professionnellement, m'ouvre un peu une vision qui est souvent un peu trop étroite, et je crois que c'est salvateur de pouvoir en sortir. Emmanuel Barlerin. J'ai vécu toute la structuration pour aller jusqu'à l'exercice coordonné qu'on connaît actuellement, donc la maison de santé pluridisciplinaire, et j'en ai vu tous les bienfaits et les conséquences positives sur l'offre de soins qui est offerte à la population et sur la qualité de notre travail, la qualité ressentie et le bonheur partagé à l'exercice en équipe coordonnée. Alors déjà, nous, on s'est structuré en écrivant le projet de santé. Ça, c'est sûr. On était un petit noyau d'une dizaine de personnes pour écrire ce projet de santé. Donc, ça nous a permis de nous connaître et de nous reconnaître en tant que professionnels de santé qui avaient envie de faire des choses ensemble. Quand on a commencé de se rencontrer, on a déjà vu qu'on était du même métier, mais pour autant qu'on ne le pratiquait pas du tout de la même façon. Et on découvre, on se révèle, on comprend que notre organisation, notre modèle de fonctionnement, il peut être amendé, il peut être amélioré en fait au contact des autres professionnels de santé qui, eux, nous amènent leur expérience, leur pratique, leur vision. Le projet de santé, à l'origine de toute MSP, constitue un manifeste politique autant que la matrice organisationnelle de l'équipe. Cécile Fournier, docteur en sociologie, spécialiste des MSP et directrice de recherche à l'IRDES, a notamment identifié les facteurs d'une articulation réussie des tâches de chacun.
Dans les études que j'ai pu mener, le moment de rédaction du projet de santé, c'est souvent un moment où les professionnels vont apprendre à se connaître et à connaître les compétences les uns des autres. Ils vont souvent commencer à se tutoyer, à se côtoyer. C'est un moment où se construit ce qu'on a pu appeler différents types de proximité. Il y a une proximité géographique puisqu'ils se retrouvent sur un même territoire ou dans un même lieu qu'ils vont commencer à construire. Il y a une proximité cognitive puisqu'ils vont apprendre à savoir ce que font les uns les autres. Il y a une proximité organisationnelle qui va être liée au fait de décider finalement comment est-ce qu'on articule ces tâches. En fait, ces différents types de proximité vont permettre de se rapprocher et de prioriser ensemble les actions qu'on va vouloir mener. Et c'est à ce moment-là qu'on va devoir s'affronter à différents types de chantiers. Il va y avoir le chantier immobilier. Il va falloir se mettre d'accord. Dans quels locaux on travaille, comment est-ce qu'on les aménage si on les construit, quelle circulation on prévoit. Ça permet des échanges très riches. Il va falloir échanger sur le contenu du travail et sur le fait de construire certains protocoles. Se mettre d'accord sur des partenariats qu'on va tisser. C'est un moment où il y a souvent 1 ou 2 ou 3 professionnels leaders qui vont essayer d'emmener un collectif, où il y a également la possibilité de se faire aider, de se faire accompagner, soit par des pairs qui ont déjà construit des maisons de santé, soit par des consultants, soit par des fédérations régionales. Donc un moment d'acquisition en fait de compétences nouvelles auxquelles les professionnels n'ont jusque-là pas du tout été formés. Donc des compétences juridiques, gestionnaires, politiques, relationnelles diverses au-delà du soin. Donc une découverte finalement d'un monde et la rencontre d'un collectif qui devient aussi soutenant, qui permet d'œuvrer ensemble à construire quelque chose qui ait du sens pour tout le monde. Jacques Frichet, médecin généraliste en Normandie et cofondateur de la maison de santé du pays neuchâtelois. De travailler collectivement nous a obligés à réfléchir à notre pratique quotidienne, ce qu'on ne faisait jamais, parce qu'on était dans une espèce de ronron, on réfléchissait pas, et nous, on a passé beaucoup de temps à réfléchir à comment décrire notre activité quotidienne. Les soins non programmés, les pathologies chroniques, nos patients, les patients des autres, la population, et puis quand je prescris quelque chose, qu'est-ce qui se passe derrière ? Donc c'est une obligation de réfléchir à notre pratique, de la rationaliser. Et comment on s'organise collectivement pour répondre plus correctement aux besoins de nos patients. C'est clair, mais aussi comment on se protège, nous, personnellement, pour ne pas finir avec un burn-out ou alors à faire des actes inappropriés. Et ça a déjà soulagé une partie de la souffrance. Cécile Fournier. Ce travail d'articulation, qui est nécessaire à tout projet collectif, ce travail repose sur 4 types de tâches qui vont être distribuées différemment dans chaque maison de santé, mais qui vont nécessairement impliquer tous les membres de l'équipe. Donc il y a une première dimension qui est de trouver des ressources pour l'action qu'on souhaite mener, que ce soit des ressources humaines ou des ressources financières. Ensuite, il y a une deuxième type de tâche qui consiste à explorer les motivations de chacun pour participer à ce travail-là. Puis ensuite, un troisième type de tâche qui est de se mettre d'accord sur qui va faire quoi. Et un quatrième type de tâche qui va être de suivre dans le temps, de superviser en fait cette division du travail et de rectifier si elle n'est pas parfaite. Et ce travail d'articulation nécessite vraiment une reconnaissance, nécessite d'être rendu visible pour que chacun voit de quelle manière il peut y contribuer et que chacun soutienne les autres qui s'engagent dans ce travail-là. C'est quelque chose que je trouvais très intéressant, qui est de voir qu'il y a une manière de prendre soin les uns des autres, entre professionnels, chacun au sein d'une équipe, parce que nécessairement, toute équipe va être confrontée à un moment à des difficultés. C'est inévitable. Il y a forcément des risques de perturbations qui peuvent être liés soit à des contingences internes, par exemple, le départ d'un membre ou un désaccord sur les objectifs d'un projet, ou alors il peut y avoir des contingences externes, moins de temps pour travailler ensemble au moment du Covid, un système d'information qui à un moment va poser problème. Eh bien, dans ce cas-là, si ce travail qui permet de faire tenir tout le monde ensemble est reconnu, ça va vraiment permettre plus facilement de dépasser les difficultés. Cette organisation du travail en équipe, au-delà de l'amélioration des conditions de travail des soignants et des parcours de santé des patients, permet aussi de traduire en actes l'intention politique du projet de santé. Le fait de travailler en équipe permet de construire un sens au travail qu'on avait développé ensemble. Pour certains, ça va permettre déjà d'offrir un soin qui est multiple grâce à l'intervention de différents professionnels qui ont des compétences différentes et qui vont intervenir à des moments différents, qui vont se relayer, qui vont pouvoir s'entreformer et donc vraiment gagner en qualité des soins et de coordination des parcours des patients. Pour certains professionnels, ça va aussi changer leur manière de considérer leur travail. Certains considèrent, c'est peut-être le premier niveau en fait des soins primaires, que c'est des soins qui sont considérés comme des soins de proximité.
il va falloir répondre aux besoins des personnes qui sont sur le territoire. Et donc, il y a ce mouvement finalement d'ouverture, de ne plus répondre seulement aux besoins d'une patientèle, mais de se questionner sur les besoins des habitants d'un territoire et d'essayer de leur apporter des réponses. Donc, d'aller vers des actions de prévention, d'organiser des ateliers d'information, de partir vraiment des préoccupations de la population. Et donc, pour certains, il va y avoir l'intégration d'une visée de justice sociale et de se dire les soins primaires, c'est pas seulement pour rendre accessible un premier niveau de soins à toute la population, mais c'est aussi pour réduire les inégalités sociales de santé. Au départ, j'étais pas dans une démarche militante. Sylvain Fonte. Aujourd'hui, je le suis 10 fois plus. C'est-à-dire que clairement, le sens que j'ai trouvé, la force que j'ai trouvée et la plus-value que j'ai trouvée dans cet exercice collectif, aujourd'hui m'a amené à vouloir m'engager beaucoup plus pour la défense de ce modèle, beaucoup plus dans un mouvement militant, et peut-être même, je dirais, avec l'ambition que ce soit un tremplin pour continuer de faire évoluer le système de santé. Continuer de faire évoluer les modèles d'organisation, les modèles de rémunération, pour un système de santé plus juste, plus équitable, qui répondent mieux aux besoins des patients, qui soient plus qualitatifs aussi. Emmanuel Barlerin. On prend en charge et on redonne du sens à toute cette chaîne qui s'organise et qui a les moyens de s'organiser, parce que c'est ça aussi, travailler en maison de santé, on a aussi des moyens qui nous sont donnés, humains et financiers, pour pouvoir aller vers cette quête de sens, pour aller chercher aussi des questions d'organisation différentes, des questions d'innovation, des questions de structuration. Et du coup, ça redonne vraiment du sens. Au-delà de l'outil, au-delà du temps en réunion, on se dit, là, si j'avais été toute seule, je ne sais pas comment j'aurais fait, alors que maintenant, j'ai trouvé la ressource à cette problématique. Vous aurez probablement mesuré comme moi l'énergie et l'enthousiasme de Sylvain Fonte en faveur de l'exercice pluriprofessionnel coordonné. En 2023, pour nourrir sa réflexion, il parcourt la France à vélo pendant 1 an pour aller à la rencontre des équipes. L'occasion de voir, sur le terrain, comment se traduit l'aventure humaine que représente la création d'une maison de santé et la fierté que l'on ressent à contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Donc maison de santé de Saint-Main-le-Grand, une maison de santé qui est assez ancienne aussi, et je suis accueilli par une première personne, et il me fait rencontrer une des médecins de l'équipe. Et cette première médecin me dit, donc c'est ma deuxième rencontre sur 200 professionnels rencontrés à peu près sur cette année-là, qui me dit, mais moi j'étais la première à refuser de construire une maison de santé pluriprofessionnelle. Tout ce bazar administratif et compagnie, là, moi j'y étais complètement opposé. Pour moi, c'était de l'argent jeté par les fenêtres, du temps alors qu'on n'a déjà pas de temps médical, de la réunionnite et tout ça. Et elle me dit, aujourd'hui je suis la première à dire que jamais je quitterai cette organisation-là. Parce que j'y ai trouvé du sens, parce que je me suis rendu compte de la plus-value que ça avait, et que, comme tout changement, il y a un travail de construction, et qu'une maison, au sens premier, ça prend du temps pour se construire, il faut bâtir des fondations, il faut bâtir une communication qui fonctionne dans l'équipe avant de faire les finitions qui sont les super projets de santé où on est super content de travailler ensemble. Oui, il y a un investissement au départ quand il faut monter une équipe, quand il faut monter un projet, quand il faut monter un collectif. Il faut des bases solides pour que ça tienne dans le temps, définir nos règles de fonctionnement. Mais c'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et je crois vraiment, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti dans 80 à 90% des équipes que j'ai rencontrées. Jacques Frichet, médecin généraliste en Normandie et cofondateur de la maison de santé du pays neuchâtelois. Effectivement, on a abordé des problèmes organisationnels, de valorisation professionnelle, de problèmes juridiques, comptables, etc. Mais on insiste beaucoup sur une dynamique humaine. C'est vraiment très important. Souvent quelque chose qui n'apparaît pas forcément pour nos institutions, pour les gens qui ne sont pas dedans. Je le comprends. Il faut le vivre soi-même, mais c'est quelque chose de très fort humainement. Et c'est un aspect, je pense, primordial. C'est l'envie de faire, l'envie de travailler avec les autres. Alors, on n'est pas que des bienfaiteurs de l'humanité. On a nos problèmes personnels, on a nos propres égoïsmes, nos propres choses, mais on y trouve ce que disait Didier Ménard, notre grand penseur, l'indice de bonheur partagé. Je pense que c'est quelque chose de très important. Emmanuel Barlerin, coprésidente d'Avec Santé. Et donc, cette flamme, moi, elle m'anime toujours autant. Quand je me lève le matin, j'ai jamais de difficultés. Quand je me couche le soir, je suis toujours satisfaite pour le patient, pour l'équipe, pour moi. Voilà, je me sens heureuse dans mon équipe. Même si on a traversé des difficultés, et c'est la vie de toutes les organisations ou des équipes, pour autant, le collectif nous a toujours montré que c'était plus simple ensemble. Et c'est vraiment ce côté-là qui est hyper plaisant. Sylvain Fonte. Je crois qu'il y a autant de MSP que de dynamiques d'équipes différentes. C'est ça qui en fait sa richesse. Elles répondent vraiment à des logiques locales et d'équipe.
Moi, ce que ça change chez moi, c'est que j'ai l'impression d'avoir une famille professionnelle. J'ai la chance d'avoir une dynamique qui s'est nourrie, qui s'est construite. Alors attention, je dis pas que c'est tout beau tout rose, hein. Comme dans toute famille, il y a des coups de gueule et il y a des moments où ça va pas. Il y a des moments où ça se frite, mais il n'empêche qu'il y a un attachement très très fort aujourd'hui à ce collectif parce que ensemble, on arrive à relever des défis qu'on n'aurait jamais relevés tout seul. Moi, je le vis avec beaucoup d'épanouissement, beaucoup de fierté aussi. Et c'est pas du tout pompeux, mais je me sens accomplie. Je réalise des choses que j'aurais pas fait autrement. Donc, c'est avec un vrai plaisir. C'est avec un ressenti aussi de se dire que je m'engage pour essayer de faire mieux. Et puis, c'est porter ses valeurs dans une organisation qui nous correspond. Et puis après, quand on s'engage dans les fédérations, comme j'ai pu le faire jusque-là, il y a cette notion d'aller vers l'autre avec un grand A pour aller comprendre aussi la vie et la société dans laquelle on se trouve et ne pas être dans le constat, mais plutôt du côté des solutions. On a des projets collectifs dans lesquels on est engagé qui nous rendent fiers, qui me rendent fier de participer et d'avoir intégré ce collectif. Et donc vraiment, les émotions, moi, qui me traversent, c'est de la fierté aussi, d'avoir construit ce collectif-là. Aujourd'hui, de se dire qu'on est 60 professionnels de santé libéraux associés d'une même structure, d'avoir porté différentes expérimentations, des nouveaux modèles de rémunération, des nouveaux projets qui vont bien au-delà de ce qu'on nous a demandé, même dans le cadre contractuel de la maison de santé pluriprofessionnelle. On a une batterie de projets qui est un peu trop florissante parfois, et c'est pas toujours facile à suivre. Mais beaucoup de fierté, et clairement, je disais que j'allais vers plus de sens dans mon exercice professionnel. C'est évident que ça remet du sens. J'ai l'impression de faire de la santé publique, j'ai l'impression d'être utile pour la santé et pas juste de me faire plaisir moi en tant que kiné et d'avoir aidé quelques patients, quoi. Jacques Frichet. Probablement, si j'ai une fierté, c'est d'avoir suscité un mouvement, mais qui me dépasse largement. Et heureusement, parce que moi, je suis à la retraite, je travaille encore, ça me plaît, mais il faut transmettre ça. Et que quand je vois qu'il y a une maison de santé qui marche bien, avec des jeunes qui s'impliquent, qui ont des idées que j'avais pas eues, et qui feront autre chose que ce que j'ai fait, oui, ça, c'est une vraie fierté si je dois en avoir une. Ce modèle d'organisation des soins primaires qui a émergé au début des années 2000 s'est répandu sur tout le territoire en s'adaptant aux caractéristiques et besoins des bassins de population. Aujourd'hui, 52 000 professionnels de santé, réunis dans près de 3 000 MSP, portent des valeurs universelles d'accès aux soins primaires et de réduction des inégalités sociales de santé. Ce modèle, résolument tourné vers l'avenir et plébiscité par les jeunes médecins et praticiens paramédicaux, nourrit l'espoir des professionnels de santé en faveur de la transformation du système de santé au profit de tous. Cécile Fournier. Dans les maisons de santé que j'ai étudiées, j'ai vu qu'il y avait vraiment ce souci de demander à chacun ce qu'il pouvait faire, de respecter finalement les possibilités d'engagement de chacun. Ça, c'est quelque chose qui permet de tenir dans la durée. Et je dirais que les maisons de santé, c'est un peu une forme d'utopie, mais une utopie nécessaire pour se donner un sens, pour se donner une visée dans notre système de santé qui est bien malmené et qui a besoin d'utopie, qui a besoin de modèles. Aujourd'hui, ce modèle, il existe concrètement, il fonctionne. Il engage une partie non négligeable des professionnels de santé français. En même temps, il ne convient qu'à une partie d'entre eux pour le moment. Et tout l'enjeu va être d'arriver à leur permettre de continuer à exister, se développer, se multiplier, tout en ne laissant pas de côté, en fait, en s'articulant avec les professionnels qui choisissent de garder un exercice différent. Sylvain Fonte. Pour moi, c'est une lueur d'espoir qui est juste dingue. Et tous les gens que j'ai rencontrés dans mon voyage, ce sont des lueurs d'espoir, ce sont des porteurs d'espoir et des gens qui montrent que la transformation du système de santé, elle est possible et que trouver un exercice professionnel qui fasse sens pour les professionnels de santé et qui améliore en même temps la réponse pour les patients dans l'amélioration de l'accès aux soins et dans la qualité des soins, je trouve que c'est un beau combat à défendre. Ce que je retiens des témoignages de nos invités, c'est à quel point l'exercice isolé des professionnels de santé libéraux a pu générer du mal-être et de la souffrance au travail, et comment la refonte organisationnelle en équipe a permis de préserver les soignants au bénéfice des patients. Mais avant d'être traduit en loi et en réforme, mesuré par des indicateurs et des statistiques, ce mouvement venu du terrain est avant tout une collection d'aventures humaines, parfois semées d'embûches, mais toujours enthousiasmantes. Car en rencontrant leurs collègues, confrères et consoeurs sur le terrain, en interrogeant leurs pratiques et en apprenant les uns des autres, les porteurs de projets de MSP ont renoué avec l'origine de leur engagement, traduit leurs idéaux en actes, redonné du sens à leur travail et réenchanté les vocations. Merci à Cécile Fournier, Emmanuel Barlerin, Jacques Frichet et Sylvain Fonte pour leurs témoignages. Faire Santé est un podcast produit par Avec Santé, la fédération nationale qui représente et accompagne les maisons de santé pluriprofessionnelles.
Comité éditorial Émilie Henry, Leïla Safray, Oxane Lequedic et Didier Ménard. Production Hervé Obolt et Stéréolab. Retrouvez toutes les informations et liens utiles dans les notes de cet épisode, ainsi que sur le site avecsanté.fr. Si ce podcast vous a intéressé, abonnez-vous gratuitement sur votre application d'écoute préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes, attribuez-lui 5 étoiles et un commentaire si elle le permet, et surtout, parlez-en autour de vous. On se retrouve dans quelques semaines pour un débrief de cette première saison de Faire Santé.